Mesdames et messieurs, pendant des semaines, nous avons parlé de l'élection française. Aujourd'hui, un vainqueur, il s'agit d'Emmanuel Macron. Bienvenue au JDS. On sait qui il est, quels sont ses projets pour la France. Aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel Macron, son élection et après. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un tour d'horizon avec l'actualité locale. Adoration matinale est le programme mensuel de prière et de délivrance initié par le frère Gérard Souli. Sa dernière édition s'est tenue le 29 avril 2017 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan et a été marquée par la dédicace de l'album du chanteur Paul Chérubin. Adoration matinale, c'est le grand temps d'adoration et d'écoute qui a été organisé par le berger Gérard Souli à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cet événement a été arrosé de louanges et de danses. Bien plus, ce temps d'adoration a été gravé en lettres d'or du fait de la dédicace du premier album du chanteur Paul Chérubin intitulé Révélation. Après la prière de consécration du dit album, la cérémonie de dédicace commence avec un geste symbolique de la part du chanteur qui distribue aux malades 12 CD représentant les 12 disciples et 12 tribus d'Israël. Les 12 disciples qui marquent les 12 tribus d'Israël, je voulais les partager, faire une offrande. Commencer d'abord par les malades, donner à quelques malades des CD afin que les paroles qui sont dans ce cantique les touchent. La révélation qui se propage sur la vie afin que la gloire de Dieu se manifeste. Enfin, le peuple de Dieu peut se délecter de sublimes sonorités allant d'un rythme langoureux à un rythme typiquement zouglou. L'adoration matinale, glorieux moment de communion avec Dieu, a refermé ses portes dans une grande effervescence. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine adoration matinale, le 20 mai 2017. La mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a organisé le vendredi 28 avril 2017 une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville. Cette veillée, qui avait pour but de gagner des âmes à Christ, a été marquée par de nombreuses guérisons. Il ne se passe plus une semaine sans que la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan n'investisse une localité ivoirienne pour arracher les âmes au royaume des ténèbres. Ce fut encore le cas le vendredi 28 avril 2017 au cours d'une veillée de prière, de délivrance et d'évangélisation à Bingerville, quartier Berlin. Le peuple de Dieu qui a fait nombreux le déplacement a loué l'Éternel sous la conduite de chantres invités. Comme à l'accoutumée, la servante de Dieu a présenté Jésus-Christ, le Sauveur du monde, comme la solution parfaite aux maux du siècle présent. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Si la sorcellerie se manifeste, c'est qu'il y a la grâce de Dieu ici. C'est qu'il y a un enfant béni de Dieu ici. C'est qu'il y a une femme bénie de Dieu ici. L'homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand il sent ce cantique-là, les démons reculent, les sorciers reculent, les marabouts reculent, les féticheurs reculent. À cet appel, des dizaines de personnes ont répondu et décidé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il s'en est suivi des révélations pointilleuses, des délivrances et des guérisons, le tout dans l'effusion du Saint-Esprit. La puissance de Dieu commence à inonder sa vie. Je vous dis, il ne pourra plus s'arrêter. C'est la richesse qui a commencé comme ça. C'est la richesse qui a commencé comme ça. Attrapez-le. C'est la richesse qui a commencé comme ça. J'ai dit, faites attention. Ce soir, la puissance de Dieu est en mouvement. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? C'est les démons qui veulent te rendre malade. C'est des gens qui veulent te rendre malade. C'est des personnes qui veulent te rendre malade. Approche, c'est toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Feu, Saint-Esprit. Touche maintenant même. Au nom de Jésus. La bénédiction. À la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, la grande commission, celle d'aller gagner le monde entier à Jésus-Christ, s'applique au quotidien et sans relâche. Nous revenons sur notre plateau. Nous sommes accompagnés de Jean Jaurès Tahabi. Il est le responsable du service politique et société de la rédaction de Béni TV. Bienvenue, chers confrères. Merci Blanche, c'est un honneur pour moi d'être là encore en ta compagnie. Très chers confrères, nous rentrons dans le vif du sujet. Faisons juste un récap. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne présidentielle française qui a été débutée avec 12 candidats, 4 favoris, et on a assisté à une finale décisive entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors pour faire un récap de l'élection en France, il faut tout d'abord noter et rappeler que nous avons eu 3 à 11 candidats au départ. Parmi ces 11 candidats, le jeu ou la compétition s'est faite principalement entre 5 candidats qui étaient annoncés comme des candidats principaux et les favoris. Et parmi ces 5 favoris, le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, a été très vite largué par les autres. Et nous avons eu droit à une bataille qui véritablement s'est livrée entre 4 personnalités de l'arène politique en France. Il s'est agi d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de l'ex-premier ministre François Fillon et de M. Jean-Luc Mélenchon. C'est avec ces 4 personnalités qu'on a eu vraiment une course folle pour l'Élysée. Et si nous devons aborder les résultats, si vous me le permettez, il faut dire que cette élection en France a prouvé le dynamisme politique et démocratique en France. Et cela s'explique par le taux de participation. Le taux de participation qui a avoisiné les 80% au premier tour et qui a tourné autour de 75-76%, 75% à peu près au deuxième tour, prouve quand même que la démocratie française reste dynamique et que les Français restent prêts à participer à cette démocratie. Et qu'est-ce qu'on peut dire des chiffres et des statistiques, sachant qu'Emmanuel Macron a été déclaré vainqueur avec 65,5% des suffrages et Marine Le Pen à 35,5% des suffrages? Alors, chers consoeurs, avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut d'abord revenir sur les chiffres du premier tour pour qu'on sache et pour que nos téléspectateurs, pour que les téléspectateurs de Béni TV sachent en détail quels sont les Français, quel est le nombre ou la part des Français qui se sont exprimés en faveur de chacun des candidats. Je veux commencer par M. Macron, qui est arrivé au premier tour en tête avec 24,1%. Ces 24,1% représentaient environ 8 700 000 personnes. Donc, on peut dire qu'au premier tour, 8 700 000 Français ont voté, ont porté leur choix sur Emmanuel Macron. Il a été secondé par Mme Marine Le Pen, qui, elle, est arrivée avec 21,30%. Et cela tourne autour de 8 millions de personnes, très exactement 7 700 000 personnes, 7 700 000 Français qui ont voté en faveur de Marine Le Pen. Ces deux personnalités qui sont arrivées en tête sont suivies par 2 autres principaux candidats, à savoir M. Fillon et Jean-Luc Mélenchon. M. Fillon est arrivé avec 7 millions et quelques poussières d'électeurs. Il a dévancé M. Jean-Luc Mélenchon qui lui est arrivé avec 7 60 000 électeurs. Voici dans les chiffres et de façon concrète la part des Français pour chacun des candidats. Alors au second tour, la compétition cette fois-ci s'est faite entre M. Emmanuel Macron et Mme Marine Le Pen. Et cette fois-ci, M. Macron s'en est sorti avec 66, quelques poussières, 66,10% du suffrage exprimé. Voilà. Ce qui fait 20 700 000 Français qui ont voté au second tour pour M. Macron. Cela veut dire qu'entre le premier tour et le second tour, M. Macron a glané près de 12 millions d'électeurs de plus. Et on va certainement en arriver. Et Mme Le Pen, qui est arrivée perdante de cette élection au second tour, a cumulé à
30%, 32,30%, plus exactement 32,36% du suffrage exprimé. Et cela représente autour de 10 600 000 Français. Voilà, elle aussi, elle a gagné à peu près 3 millions d'électeurs en plus entre le premier tour et le second tour. Voici si on voulait être complet dans les chiffres de cette élection française. Voici un peu le détail des chiffres. Mais nous constatons ici qu'avec les chiffres, il y a une augmentation au niveau d'Emmanuel Macron et une augmentation au niveau de Marine Le Pen. Mais nous ne savons pas quel favori s'est rallié à Emmanuel Macron pour que ses électeurs viennent augmenter son chiffre. Alors, les électeurs, dans les détails, les électeurs qui ont voté au second tour pour M. Macron peuvent être identifiés de tous les bords politiques en France. M. Macron, il faut le rappeler, avait des soutiens au niveau de la gauche, il avait aussi des soutiens au niveau de la droite. Et certainement, ces 12 millions de personnes supplémentaires qui ont voté en faveur de M. Macron sont issus de ces tendances politiques-là. Voilà. Très cher confrère, Emmanuel Macron aujourd'hui est le président de la France. Quel bouleversement cela peut créer dans la politique française? Les bouleversements relatifs à l'élection de M. Macron sont énormes. Mais je pense qu'avant d'en arriver au bouleversement, il faut aussi relever quelques points qui peut-être ont été en faveur de M. Macron pour qu'il l'emporte. Voilà, M. Macron était le seul ou le plus européen des candidats qui était en liste, le plus européen parmi les principaux candidats. Et dans un continent européen où les populistes commençaient à monter, où un certain eurosceptisme commençait à avoir pignon sur rue, il fallait quand même un candidat qui puisse relancer la machine européenne. Je pense que cela a profité à M. Macron. M. Macron a aussi prôné un renouvellement de la classe politique française. Je pense que les Français, en le votant, ont démontré qu'ils avaient vraiment besoin, ils avaient aussi l'envie, tout comme M. Macron, d'assister à un renouvellement de la classe politique française. Voici quelques points qui certainement ont joué en faveur de M. Macron, sans compter tous ces points sur le plan économique qu'il a évoqués pendant sa campagne. Monsieur Tabi, j'aurais bien envie de vous poser une question. Macron, élu et après. Et la question qui me revient encore, qui est exactement Emmanuel Macron? Qui est exactement Emmanuel Macron? Je vais tenter de répondre à cette question en premier. Qui est Emmanuel Macron? Quand on voit le parcours estudiantin de M. Macron, quand on voit un peu les institutions qui l'ont accueilli, M. Macron, on le voit tout de suite, est un libéral. Est un libéral, c'est un économiste qui a fait d'abord sciences politiques avant de faire l'ENA. Donc, et aussi dans ses prises de position, il démontre qu'il est libéral dans son idéologie politique. Mais voici que M. Macron a encore une autre caractéristique qui le rend un peu unique. M. Macron, bien qu'étant libéral par ses convictions politiques, il est aussi proche de certains leaders, de certaines personnalités, de certaines figures politiques françaises qui, elles, sont plutôt de la gauche. Je vais parler par exemple de M. Jacques Attali, qui aussi est présenté comme l'un des brillants économistes français, de qui M. Macron a été très proche. Je vais aussi parler de François Hollande, le président issu du Parti socialiste, le président sortant, qui a envers M. Emmanuel Macron une sorte de paternalisme. On l'a vu dans les premières sorties de M. Macron, il n'a pas hésité, M. François Hollande, à associer Emmanuel Macron à ses dernières sorties de chef de l'État. Et voici qui fait de M. Macron un personnage assez atypique, un libéral dans son idéologie politique, mais un libéral qui est très proche et qui a fréquenté et qui continue de fréquenter encore des personnalités de la gauche française. Ce qui du coup fait que M. Emmanuel Macron a des soutiens au niveau de la droite quand on regarde ses idéologies politiques qui sont vraiment libérales. Et il a encore des soutiens au niveau du Parti socialiste quand on voit sa proximité avec certains leaders de la gauche française. Voici un peu pour résumer sur la personnalité politique de M. Emmanuel Macron. Et il est élu. M. Macron est élu. Et après,
M. Macron est élu et à quoi doit-on désormais s'attendre? Je pense que M. Macron, au cours de la campagne électorale, a démontré et a exposé une ribambelle de réformes qu'il voudrait mettre en pratique en France. Et la question maintenant reste de savoir est-ce qu'il va le faire et avec qui il va le faire. Avec voilà. Qui compte-t-il le faire? Voilà. Avec qui va-t-il le faire et avec qui? Parce qu'à ce niveau, avec qui compte-t-il le faire ne va pas vraiment peser puisqu'on arrive à des élections, mais avec qui va-t-il le faire? Les conséquences de l'élection de M. Macron sur le plan macro-politique, on va assister à une sorte de renouvellement de la classe politique. Donc pour rester toujours dans les conséquences de l'élection de M. Macron, je pense qu'on va assister à une sorte de chamboulement qui déjà se fait voir au sein des différents partis politiques. La droite, après sa défaite, après ses soutiens dévoilés de certains de ses membres pour M. Macron, je pense qu'on va avoir droit à une sorte de chamboulement, de repositionnement. Il va y avoir tout un jeu politique au niveau de la droite. Et ce même jeu, je pense aussi, va se faire au niveau de la gauche, au niveau du Parti socialiste. Un fait qui le démontre, c'est la mise en examen ou, on peut le dire, la mise en examen de M. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui est désormais sur le point d'être exclu. Je pense que cela n'arrivera pas, mais déjà la procédure a été lancée. Voici. Et de l'autre côté aussi, du côté du parti, les Républicains, les plus modérés qui sont menés par M. Juppé, par exemple, ne sont pas contre une politique, une proximité avec le président Emmanuel Macron. Mais de l'autre côté, les plus durs qui sont menés par M. Barouin, par exemple, préviennent déjà pour dire que ceux qui seront avec M. Emmanuel Macron pour les législatives doivent définitivement partir du parti et aller définitivement avec le mouvement de la France en marche. Voici un peu toutes les conséquences qui découlent de l'élection de M. Macron sur le plan politique en France. Très chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez le JDS. Nous sommes accompagnés de Jean-Jaurès Tabi. Il est le responsable du service politique et société de Béni TV. Oui, Macron président en France, tout va pour le mieux. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a aussi fait campagne avec l'Europe. Mais quelle est l'Europe de Macron? Alors l'Europe de M. Macron, c'est l'Europe qui est optimiste, c'est l'Europe qui reste favorable à l'Union européenne. Il ne faut pas surtout l'oublier, des 11 candidats à l'élection présidentielle en France, M. Macron était présenté comme le plus europhile parmi ses adversaires. Et je pense que son élection à la tête de l'État français, qui, il faut aussi le souligner, est une des principales puissances de l'Union européenne, son élection va faire du bien à tous ces pays, à tous ces dirigeants europhiles. Son élection, il faut aussi la restituer dans le cadre, dans le contexte qu'on connaissait déjà en Europe. Monsieur Emmanuel Macron arrive à la tête de l'État français quelques mois après le déclenchement des négociations du Brexit. L'Angleterre ou la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Cela a entraîné dans certains petits pays des velléités de sortir de l'Union européenne. Et il fallait que certaines puissances qui sont la colonne vertébrale de l'Union européenne donnent un signal fort. Et c'est ce signal fort justement qui est venu de la France. Ce signal fort devait venir de grandes puissances, notamment peut-être de l'Allemagne ou de la France ou d'autres pays plus forts. Mais je pense que l'Allemagne et la France restent, avec le départ de la Grande-Bretagne, les deux superpuissances de l'Union européenne. Et il fallait que l'élection en France donne un signal fort pour la consolidation de l'Union européenne. Et c'est ce qui justement est arrivé. Voici l'incidence de l'élection de M. Macron sur l'Europe. Elle vient pour consolider l'idée d'une union plus forte, une union qui vraisemblablement va aller vers des changements, vers une réadaptation, mais une union qui est conservée. Voici l'incidence de M. Macron sur l'Europe. Et il ne faut pas aussi l'occulter. M. Macron, avant son élection, s'est rendu en Allemagne. Oui, et juste après son élection, également, il s'est rendu en Allemagne voir la chancelière allemande, Angela Merkel. Donc, il ne faut pas aussi oublier que l'élection de M. Macron sera une sorte de bouffée d'oxygène pour la chancelière allemande. Elle est engagée pour se succéder à elle-même et quelques élections régionales lui ont donné
la faveur des pronostics, je pense que pour elle, il fallait qu'un signal fort vienne d'un pays, de la France notamment, pour dire aux votants, pour dire aux électeurs allemands que l'Union européenne reste encore une union qui soit valable. Et que l'Allemagne ne se présente pas seulement comme la vache à lait de l'Union européenne, et qu'il méritait encore d'être membre de l'Union européenne. C'est une très bonne chose pour elle. Et je pense que cela va avoir une incidence sur sa campagne à elle. Voici un peu les incidences, les probables incidences de l'élection de M. Macron sur l'Europe. Au-delà de l'Europe, la France a des liens circulaires avec l'Afrique et le président Macron a affirmé que l'une de ses premières sorties serait au Mali, où il ira voir ses soldats français basés au Mali. Cela présage-t-elle que l'Afrique sera-t-elle une priorité dans son mandat? Alors, le continent africain sera-t-il une priorité dans le mandat de M. Emmanuel Macron? Cela revient à poser la question, est-ce que l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte mondial actuel, est une priorité pour la France? Parce que c'est là la véritable question. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, il serait difficile, quelle que soit la personne ou quelle que soit la personnalité qui arrive à la tête de la France, il serait difficile d'occulter près de 2 siècles de relations, près de 2 siècles de partage, d'histoire avec l'Afrique. Parce que réellement, c'est de cela qu'il s'agit. M. Macron arrive, il est à la tête de la France. C'est vrai qu'il a battu campagne pour l'Europe, c'est vrai qu'il a battu campagne pour relever la France et souligner la puissance de la France, mais il reste quand même que la France a 2 siècles d'histoire avec l'Afrique. Et est-ce qu'il va occulter ces faits? Est-ce qu'il va balayer cela du revers de la main? Je ne le pense pas. Quand on prend les relations entre la France et l'Afrique, d'abord sur le plan historique, ça fait 2 siècles. Depuis bien avant les indépendances, depuis bien avant, jusque dans la période de la colonisation, bien avant, on a eu des explorateurs qui déjà avaient établi une relation très puissante, une relation qui avait souvent pris des allures de paternalisme entre la France et l'Afrique. Et ces relations-là ont continué et se sont plutôt développées au fil du temps. On se rappelle, pendant la colonisation, qu'il y a eu l'épisode des 2 guerres mondiales. L'Afrique s'est mobilisée auprès de la France comme si les combattants africains se battaient pour leur propre pays, et cela, on ne peut l'oublier aujourd'hui. Et quand on prend aujourd'hui l'apport, quand on prend même la population africaine qui se trouve en France, je ne pense pas qu'un président européen, un président français puisse ne pas tenir compte de ces faits-là dans sa gouvernance. Et on a aussi sur le plan économique, on a parlé tout à l'heure de la colonisation. La colonisation s'est faite et cela a développé des relations. On a parlé du plan militaire tout à l'heure avec la participation des Africains à la guerre, aux différentes guerres mondiales. Mais il y a aussi que l'Afrique est devenue un partenaire économique très important de la France. La France tire beaucoup de ses matières premières de l'Afrique et de ses anciennes colonies françaises, et cela est resté en l'état depuis longtemps. Donc sur le plan économique aussi, M. Macron, je pense, ne va pas chambouler, ne va pas totalement changer les choses dans les relations franco-africaines. Et enfin, on a le dernier point, c'est le point stratégique diplomatique. La France, aujourd'hui, ici, elle est présentée comme une puissance dans le monde. Je pense qu'elle doit aussi à ses soutiens en Afrique. Et sur le plan stratégique, on le sait, la France a en Afrique, dans ses ex-colonies, de nombreuses bases militaires qui viennent pour affirmer, qui viennent pour dire que la France est aussi une puissance dans le Conseil des Nations. Et aujourd'hui, vouloir changer les choses dans les relations avec l'Afrique peut aussi vouloir dire que ces bases militaires-là ne vont plus exister. Et je pense que M. Macron ne va pas aller dans ce sens. Et lui-même l'a prouvé, il a dit que sa première visite, l'une de ses premières sorties hors de la France sera de rendre visite aux militaires français qui sont basés au Mali. Cela veut dire que l'Afrique est quand même une priorité, est un enjeu assez important pour que M. Macron vienne changer du tout au tout les relations entre la France et l'Afrique.
Très cher confrère, Emmanuel Macron, président de la France, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, mais il y a aussi le monde entier. Alors, oui, il y a aussi le monde entier, il y a aussi la coopération avec le monde entier. Quels seront les thèmes de la coopération entre la France de Macron et les États-Unis de M. Trump? Quelles seront les relations de la France vis-à-vis du Moyen-Orient dans un contexte mondial marqué par une poussée djihadiste? Quelles seront aussi les prises de position de la France de Macron sur les questions environnementales, sur les questions de diplomatie mondiale? On a là autant d'enjeux, autant de défis qu'il faut relever pour M. Emmanuel Macron. Merci, cher confrère, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette élection française qui a abouti à ce que Emmanuel Macron soit le président. C'est la fin de ce JDS. Merci de l'avoir suivi. Restons connectés à l'actualité, pas seulement en France, mais partout dans le monde. D'ici là, portez-vous bien.